Bienvenue à vous, merci d'être présent pour cette nouvelle présentation et démonstration. On aura les deux dans quelques instants. J'ai le plaisir d'accueillir Gilles Delcroix. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Vous êtes ingénieur commercial senior chez ForcePoint. Je donne tout de suite le numéro du stand parce qu'on aura des questions-réponses, mais on pourra vous retrouver donc au B30. Donc sans problème, on pourrait, on va dire, élargir un petit peu l'évocation de détails, de précisions, des cas personnels, donc sans problème. B30. Alors je me permets de donner l'intitulé de cette présentation. Comment faciliter l'accès à vos applications métiers sans oublier vos données. On va parler de Zero Trust. C'est ça, on va parler de l'accès Zero Trust aux applications métiers de l'entreprise avec les solutions ForcePoint. Alors, ce que je vous propose en termes d'agenda pour cette présentation, c'est d'abord de faire une introduction et de revenir un petit peu sur le concept de Zero Trust pour bien figer les esprits et ce que représente le Zero Trust aujourd'hui. Parce qu'on parle de Zero Trust Network Access aujourd'hui, mais le Zero Trust, c'est un concept beaucoup plus large d'accès aux applications et aux données. Donc le Zero Trust Network Access, on va traiter spécifiquement de l'accès aux applications de l'entreprise, mais dans un modèle Zero Trust, vous devez prévoir l'accès à tout type d'applications, que ce soit des applications d'entreprise, mais aussi des applications de type SaaS ou des applications de type web. Une fois qu'on aura fini cette introduction, on parlera un petit peu pourquoi le ZTNA. Je vous donnerai un exemple de client qui a déployé notre solution de ZTNA et pour quels enjeux il a déployé cette solution-là. Ensuite, je vous présenterai rapidement l'architecture, nos différenciateurs en termes de solutions, et puis on passera à la démo. En termes de timing, j'essaie de faire 15 minutes de présentation et 10 minutes de démo, puis ça nous laissera 5 minutes pour faire des questions-réponses. Donc en fait, ce qui a amené aujourd'hui le concept de Zero Trust de manière globale dans l'industrie, c'est la transformation qu'on est tous en train de vivre. La transformation, elle se traduit par quoi? Elle se traduit par un mouvement des applications vers le cloud. Voilà, on a des clients qui ont des applications encore beaucoup on-premise, on a des clients qui ont des applications soit on-premise, soit dans le cloud, et puis on a des clients qui sont full cloud, qui ont déplacé leurs applications dans le cloud. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la mobilité des gens. Voilà, de plus en plus de gens mobiles. Et donc, la nécessité d'améliorer ou de faire évoluer les solutions pour prendre en compte ces paramètres de mon application n'est plus seulement dans mes data centers, elle peut être dans du cloud, aussi dans mes data centers, mais dans le cloud, en multi-cloud. Donc, il faut que mes solutions s'adaptent à ça et s'adaptent à la mobilité de mes utilisateurs. Mes utilisateurs, c'est les utilisateurs de mon entreprise, mais c'est aussi mes partenaires, c'est mes sous-traitants, c'est potentiellement mes clients, ça peut être tout un tas de personnes, mes utilisateurs. Un point aussi important, c'est qu'avec la digitalisation, il y a de plus en plus de données, et la donnée, c'est ce qu'on appelle, nous, ForcePoint, c'est le sang de l'entreprise, c'est le lifeblood des Américains, c'est vraiment une chose importante. Et donc la protection de cette donnée qui va du coup être beaucoup plus en mouvement ou beaucoup plus dispersée qu'avant. Elle ne va plus être seulement dans mes data centers au sein de mon réseau, elle va être dispersée. Il faut protéger cette donnée. Voilà. Autre élément important, c'est que l'Internet devient le réseau de l'entreprise. Vous pouvez avoir encore du MPLS, etc. On est d'accord, mais globalement, l'Internet est en train de s'imposer comme le réseau de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il est disponible partout, parce qu'il est ouvert, parce que c'est à la fois le réseau quand vous êtes chez vous, que c'est le réseau quand vous êtes dans un bar et que voilà. Donc ça devient globalement le réseau de l'entreprise. Et donc tout ça crée aussi en termes de sécurité de la complexité. Ça devient plus compliqué d'assurer de la sécurité dans un monde aussi ouvert que celui-là. D'où la nécessité de faire évoluer le modèle. Voilà, je ne suis plus dans un modèle où j'ai une démarcation claire entre ce qui est l'interne et ce qui est l'externe. Je ne peux plus faire confiance à une sécurité uniquement périmétrique. Et c'est pour ça qu'on a inventé le modèle Zero Trust, c'est pour faire évoluer l'accès et la sécurité dans ce modèle où, globalement, ce n'est pas suffisant de dire je sécurise mon réseau, je sécurise les limites de mon réseau, parce que les limites de mon réseau, je ne les connais plus en fait. Ce n'est pas moi qui maîtrise les limites de mon réseau. Donc j'ai besoin de nouveaux mécanismes qui vont permettre d'apporter un niveau de sécurité suffisant. Et donc plutôt que de se baser uniquement sur la sécurité du réseau et de faire une sécurité par segmentation du réseau, je vais monter dans les couches et je vais travailler sur d'autres éléments de sécurisation. Je vais travailler sur la sécurisation de mes assets, de mes services, de l'accès à mes applications, sur une identification plus importante de l'utilisateur, sur une vérification de la posture du poste, etc. Le principe de base, c'est
ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Voilà, on n'est plus dans un domaine où on peut faire confiance. De par l'ouverture qu'il y a eu, on ne peut pas faire confiance par défaut. Donc, ne pas faire confiance, vérifier et permettre un accès sécurisé aux assets et à la donnée. En termes de piliers du Zero Trust, on va retrouver les éléments suivants. On va retrouver l'identité, qui est un point très important. Globalement, il faut fédérer l'identité, il faut que l'identité puisse être gérée n'importe où soit l'utilisateur. Donc vous avez déjà eu beaucoup de projets dans les entreprises pour mettre en place des solutions de fédération d'identité. Ça, globalement, dans beaucoup d'entreprises, ça a été fait. Vous avez déployé de l'Okta, de l'Azure, du Ping Identity, tout un tas de solutions. Ça, c'est un point hyper important, hyper structurant du modèle SASE. Vous avez la notion de sécurisation du endpoint, qui est aussi, comme l'utilisateur peut être n'importe où, il faut faire la sécurité au plus proche de l'utilisateur. Donc, beaucoup de projets de endpoint qui ont eu lieu. Un autre point, pilier important, la sécurisation de la donnée. Voilà, la donnée, on le voit tous les jours dans les attaques. Quand les attaquants parviennent à crypter les données de l'entreprise peut être très mal en point. Très mal en point. Quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son domaine d'intervention, une entreprise qui se retrouve avec des données volées, chiffrées, c'est un vrai problème. Voilà, bien sûr, on n'oublie pas pour autant la sécurité du réseau, mais on va la faire de manière micro-segmentée, directement au niveau des applicatifs. On va chiffrer par défaut tous les flux et on va amener une sécurité beaucoup plus fine au niveau de la segmentation réseau. Je ne vais plus ouvrir des brins de réseau, je vais ouvrir vraiment des accès à des ressources très ciblées pour une population ciblée qui aura sur son poste une posture particulière. Je vais mettre bien sûr, je vais m'interfacer avec l'authentification, la protection de la donnée, etc. Et puis surtout, j'ai besoin d'avoir une visibilité des applicatifs, j'ai besoin d'avoir une visibilité de ce qui est fait pour pouvoir remonter un maximum d'informations et adapter dans ce modèle continu de je ne fais pas confiance, donc je regarde tout le temps et j'adapte ma posture de sécurité. Tout ça a donné le modèle d'infrastructure et d'architecture, d'évolution de l'architecture qu'on appelle le modèle SASE, qui est assez bien décrit dans le Gartner. Le SASE, 2 briques principales, une brique sécurisation de l'accès pour mes sites distants, le Secure SD-WAN. Pareil, beaucoup d'entreprises ont déjà déployé du Secure SD-WAN. Forcepoint, on a une solution de Secure SD-WAN. Une autre brique très importante et qui nous anime aujourd'hui, c'est la partie Security Service Edge. Security Service Edge, c'est fournir ces services de sécurité qui vont s'adapter à ce nouveau monde, à ce monde plus ouvert, avec ces applications qui peuvent être globalement déployées un peu partout et ces utilisateurs qui peuvent être partout. Donc, chez Forcepoint, on a une solution globale de SASE qui permet de traiter ces sujets de réseau et de sécurité au final. Alors, comment on a choisi d'architecturer cette sécurité? Plusieurs éléments importants. Un, on va essayer de faire la sécurité au plus proche de l'utilisateur. Donc, on va toujours pousser un maximum la sécurité au plus proche de l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir gérer cet aspect de mobilité, cet aspect j'amène le même niveau de sécurité où que soit l'utilisateur. Deuxièmement, je vais amener des services de sécurité avancés. Je ne vais pas me contenter de juste contrôler l'identité. Voilà. Je vais être dans un modèle Zero Trust, je vais regarder l'ensemble des flux, voir s'il n'y a pas de risque de malware, voir s'il n'y a pas de risque de fuite de données. Donc je vais amener de la sécurité avancée. Et troisième point, je vais par contre avoir une interface de configuration qui sera la même et qui sera unique et qui sera dans le cloud. Pourquoi? Pour pouvoir pousser ensuite les règles de sécurité vers l'ensemble des endpoints où qu'ils se trouvent. D'accord? Donc une plateforme vraiment convergée au niveau de l'administration, de la gestion des logs, etc. Ça, c'est hyper important, hyper structurant d'avoir une plateforme qui permette de le faire de manière centrale et globale. Donc après, quand on regarde un petit peu les services qu'on peut adresser avec cette plateforme, on va avoir 3 grands types de services. Le premier, le CASB. Le CASB, c'est le contrôle de tout ce qui est des applications SaaS. Voilà, les Office 365 vers lesquels les entreprises ont migré de manière globale, assez rapidement, pas toujours en se posant les questions de sécurité associées à cette migration vers un modèle SaaS où globalement, une fois que je suis connecté à ce service SaaS, mes utilisateurs vont pouvoir uploader tout un tas de données dessus, créer des partages réseau, etc.
sans toujours contrôler la manière dont c'est réalisé. Cette brique Casby, on va la faire suivant différents modes. Un mode où on va installer un agent, mais aussi un mode reverse proxy où on n'a pas besoin d'agent. Pourquoi? Parce que l'idée, ce n'est pas que d'adresser ma population interne d'utilisateurs sur laquelle je peux installer un agent, c'est facile, mais c'est aussi d'adresser les utilisateurs de mes partenaires, mes clients finaux potentiellement, et mes BIOD, sur lesquels je n'ai pas toujours la capacité d'installer des agents. Donc, adresser l'ensemble des utilisateurs. Bien sûr, je vais aussi adresser la partie API pour aller faire de la donnée à trace. Le deuxième service, c'est le service web, pour là contrôler classiquement tout ce qui est fait sur le web. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce qu'on va se concentrer sur le Zero Trust, qui est la troisième brique, c'est l'accès à mes données internes et la sécurisation de mes données internes. Je vais le faire de manière globale pour l'ensemble de mes applications avec des notions de sécurité avancée, de data protection, de threat protection. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est que là, à travers cette plateforme, je vais adresser à la fois le SaaS, donc à la fois tout ce qui est Office 365, Google Workspace, Salesforce, etc. Je vais adresser les flux web, tout ce qui est surf web de mes utilisateurs, et je vais adresser l'accès aux applications métiers de l'entreprise. Donc je vais avoir une protection globale sur l'ensemble du spectre de l'accès de l'ensemble des utilisateurs à l'ensemble des applicatifs. C'est ça qui est important. Alors pourquoi je fais ça? Ou quelles sont les recherches qu'on a tout de suite quand on veut faire un projet ZTNA? À quelle problématique on veut répondre tout de suite? On veut faciliter la vie des utilisateurs, leur donner un accès sécurisé, plus facile, plus rapide aux applications. Et on veut être capable de faire ça où que soient les applications. Et on veut aussi éviter d'avoir à rajouter des concentrateurs VPN à chaque fois que je vais déployer dans un nouveau domaine, sous un nouveau cloud. Je ne vais pas déployer à chaque fois un concentrateur VPN. Ça va être ingérable. Je veux une architecture qui soit facile à déployer. Je déploie des applications dans un nouveau cloud. Hop, je déploie juste des connecteurs ZTNA. Je vais vous expliquer après. Il faut que ce soit simple et il faut qu'on puisse le faire facilement. Je ne dois pas me retrouver dans un modèle où tous mes flux vont revenir concentrés sur mes data centers pour aller partir vers le cloud après. Non, je veux un modèle où les utilisateurs puissent se connecter à travers un service cloud qui va être distribué sur l'ensemble du globe. Je ne veux pas un modèle où je dois forcer les utilisateurs à repasser par mes data centers. C'est plus possible. Dans ce monde ouvert, c'est plus possible. Je vais perdre en qualité si je fais ça. Donc ça, c'est les deux premiers apports. Et puis bien sûr, après, je vais réduire les risques, je vais améliorer la compliance de par les fonctionnalités de sécurité avancées que je vais pouvoir apporter en plus. Si je prends l'exemple d'un client, c'est un client qui fabrique des produits médicaux. Alors, c'est pas très drôle parce que le produit phare, c'est un produit de dialyse. Désolé, bon voilà, c'est pas toujours drôle, mais en gros, ils ont des clients partout dans le monde. Ils ont des utilisateurs partout dans le monde, ils ont des partenaires qui distribuent leurs produits et il faut qu'ils donnent un remote accès à leurs applications qui permettent de gérer ces devices, etc. Ils ont des postes qui maîtrisent, des postes qui ne maîtrisent pas et surtout, ils manipulent de la donnée qui est importante, de la donnée de santé de ces patients. Et donc, il faut protéger cette donnée à travers une solution qui permette l'accès aux applications, mais qui permette aussi de sécuriser cette donnée. Et donc là, au final, l'approche a été d'implémenter cette solution Forcepoint One sur l'aspect ZTNA. Et comme ils avaient besoin aussi de sécuriser l'accès aux applis SaaS, Office 365, on a aussi déployé la brique Casby, mais au sein d'une même solution qui marche avec le même agent, avec la même interface d'administration qui est hébergée dans le cloud. Voilà. Donc ça, on a pu le faire rapidement, sans la complexité de déploiement de boîtiers, etc. Et puis, ce client, maintenant, il se dit, ok, j'ai sécurisé mon SaaS, j'ai sécurisé mes applications métiers. Si je peux sécuriser le web avec la même plateforme, autant utiliser la même plateforme. Donc, on est maintenant dans cette discussion avec eux. En termes d'architecture, comment je vais fournir ce service-là? En fait, c'est assez simple. J'ai ma plateforme de service et en frontal des applications, je vais déployer des connecteurs ZTNA.
qui est important de voir là, c'est que ces connecteurs ZTNA, ils vont avoir, eux, accès aux applications, bien sûr, suivant la configuration qu'on aura fait. Ils seront déployés en frontal. Et surtout, j'aurai plus de connexion entrante vers mes applications. C'est ce connecteur ZTNA qui connaît les utilisateurs, qui sait quel utilisateur va avoir accès, qui va, lui, ouvrir des connexions sortantes vers notre plateforme de cloud. Et on va mettre bout à bout une connexion qui viendra de l'utilisateur et une connexion qui viendra de ce connecteur. Donc plus de flux entrant pour protéger du coup les applications. Bien sûr, la configuration, elle se fait de manière centralisée dans le cloud et une partie de la configuration va être poussée sur les connecteurs ZTNA, une partie de la configuration va être poussée sur les clients pour amener une sécurité de bout en bout. Une fois que j'ai déployé mes connecteurs ZTNA en frontal des applications, je vais pouvoir fournir ce service à des managed devices, mais aussi en mode reverse proxy à des in-managed devices, qui va me permettre de traiter l'ensemble de la population. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir faire la même chose que j'ai installé le client ou que je n'ai pas installé le client. Donc dans un cas, je vais me baser sur les capacités du browser web pour amener un niveau de sécurité. Pourquoi pas, je vais mettre en place de l'authentification multifacteur, parce que comme je n'ai pas d'agent sur le poste, je veux quand même m'assurer que l'utilisateur qui se connecte est bien celui qui prétend être. Et dans un autre cas, je vais installer un agent sur les managed devices. Et là, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses. Je vais pouvoir faire un contrôle de la posture du poste pour m'assurer que le poste, il a la dernière version d'antivirus, ce genre de choses. Le connecteur ZTNA, lui, je vais pouvoir le déployer chez tous les cloud providers. Je vais pouvoir le déployer sur aussi les firewall ForcePoint. Donc ça, c'est un point important, c'est que je vais pouvoir déployer un Docker sur mon firewall pour avoir ce connecteur déployé directement sur les firewalls. D'accord ? Donc déployable sur l'ensemble des cloud providers, déployable sur nos firewalls, de manière à pouvoir traiter l'ensemble du spectre. Si vous avez des firewall ForcePoint dans vos data centers, vous voulez commencer à faire du ZTNA, vous faites du VPN classique, vous déployez les connecteurs ZTNA sur les firewalls et vous commencez à faire du ZTNA sur ces services-là. Donc au final, cette solution, elle va permettre de fournir un accès aux applicatifs de l'entreprise en ayant un contrôle temps réel sur la protection de la donnée, sur la threat protection pour l'ensemble des applications de l'entreprise. Ce service sera disponible n'importe où, que l'utilisateur soit dans les locaux de l'entreprise ou qu'il soit à l'extérieur de l'entreprise. Et ce service sera disponible aussi pour les utilisateurs qui ne disposent pas de l'agent installé. Donc pour mes BIOD, pour mes partenaires, je vais pouvoir quand même leur donner des accès aux applications. Je vais pouvoir faire du SSO, du MFA, je vais pouvoir faire de l'accès conditionnel aux applications en fonction de la localisation de l'utilisateur, du type de device qu'il va utiliser. Je vais pouvoir contrôler l'usage, les habitudes de l'utilisateur pour remonter des comportements suspects aussi. Et puis, je vais avoir une visibilité globale de par les logs qui vont remonter de l'ensemble des agents, de l'ensemble des utilisateurs et de l'ensemble des accès vers la plateforme centrale. Donc en termes de différenciateurs, voilà, ForcePoint, on est une société qui est capable de couvrir l'ensemble du scope SASI, la partie Secure SD-WAN et la partie SASI, SSE, en ayant une approche très orientée protection de la donnée. Voilà, l'architecture très simple et on est basé sur un cloud public, donc une capacité à être global, à être scalable et ce qui nous permet depuis 2015 de ne pas avoir eu de coupure de service. Je vais passer à la partie démo. Je vous présente rapidement la maquette. Donc, hop. Est-ce que vous voyez, on voit mon pointeur là ? Ouais, ok, merci. Donc, là, c'est ma plateforme ForcePoint One. Elle va être interfacée avec des IDP, des fournisseurs d'identité classiques en SAML V2, de manière à pouvoir récupérer toutes les données d'authentification des utilisateurs. Dans le cadre de ma démo, c'est ForcePoint One qui fait IDP parce qu'on a aussi la capacité de faire nous-mêmes IDP. Donc dans le cadre de cette démo, je n'utilise pas un IDP tiers, mais je pourrais m'interfacer. Et puis après, je vais fournir mes services de CASB, mes services de Swig et mon service de ZTNA qui m'intéresse aujourd'hui. Ici, j'ai fait le choix
d'installer le connecteur ZTNA en dehors du firewall pour plus de lisibilité, mais j'aurais pu l'installer dans mon firewall. Et puis après, j'ai mes applications installées. Mon connecteur ZTNA, lui, va pouvoir se connecter à ces différentes applications suivant les droits que j'aurai donnés. Et il va ouvrir les connexions vers l'extérieur, vers la plateforme. Et mes clients vont se connecter à ma plateforme cloud et on va mettre bout à bout les tunnels, on va tout inspecter et on va donner l'accès. Donc là, je vais commencer en termes de démo par un accès depuis un poste qui n'a pas d'agent. Donc là, je suis en mode agentless, je n'ai pas d'agent, d'accord. Donc je suis un BIOD, j'ai un browser web, je vais me connecter sur ma plateforme. Donc je lance mon login. Et là, comme je suis sur un poste agentless, j'ai fait le choix de faire, en termes de mode pratique, de faire du MFA. J'ai fait le choix de le faire par SMS, donc je viens de recevoir mon SMS. Je rentre mon SMS. Hop, je fais une vérification. Ah, il faut rentrer le bon, sinon ça ne marche pas. Hop, donc voilà. Là, je me suis connecté, on a fait du MFA pour s'assurer que c'était bien moi. Et là, j'accède en reverse proxy parce que j'ai pas d'agent. Et puis, j'ai mes applications que j'ai déployées en mode ZTNA. Et donc, c'est bien les adresses sur les adresses privées que je les vois. Même si j'ai pas de VPN, j'ai rien de monté. J'ai juste un browser qui me permet d'accéder à ces applications. Voilà. Donc là, j'accède à un Splunk, à un système de SIEM. Je vais lancer mon portail, mon appli BitGlass voilà. Et voilà, je suis connecté. Bon, ça va se charger, c'est un petit peu long, c'est la démo, mais ça va se charger. Donc là, on a vu que j'avais sécurisé globalement l'accès à l'application. Je n'ai donné accès qu'à cette application-là. Je n'ai pas de flux entrant vers l'appli, etc. Je peux aller plus loin que ça et je peux... Par exemple, là, je considère que c'est un utilisateur qui n'a pas le droit de télécharger de la donnée. Donc là, j'essaye d'exporter un rapport de Splunk. Donc quand je fais ça, qu'est-ce qu'il fait Splunk? Splunk, il prend mon joli rapport, là, il va en faire un PDF et je vais pouvoir le télécharger. Là, moi, je dis non, cet utilisateur-là, il n'a pas le droit de télécharger de la donnée. Il peut aller visualiser Splunk, il peut faire un certain nombre de choses, mais il ne peut pas télécharger de la donnée. Et donc là, j'ai une règle qui a matché en termes de data protection qui dit non, ça c'est interdit, pas le droit. En termes d'utilisateur, tu ne peux pas faire ça. Dans le même ordre d'idée, si je veux uploader de la donnée, voilà, donc là je vais uploader de la donnée, ou vouloir uploader de la donnée en tout cas, vers mon Splunk parce que je veux faire de l'analyse sur cette donnée-là. Je vais sélectionner un fichier. Donc là, je vais prendre un fichier dont je sais qu'il ne va pas matcher mes règles de protection de la donnée. Donc j'upload ce fichier, ça ne matche pas ma donnée, ça y est, il est uploadé. Je peux passer à la phase suivante dans mon application qui est je vais trier mes données, je vais les utiliser. Maintenant, pour le même utilisateur, il va essayer d'uploader un fichier qui est tagué en termes de données et qui est considéré comme confidentiel. Hop, je sélectionne mon fichier confidentiel. Et j'essaye de l'uploader. Voilà. Et là, eh ben non, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas uploader cette donnée. Donc vous voyez que je peux faire un contrôle assez fin de la gestion de ma donnée au sein de chaque application. Au-delà, alors là, je suis basé sur le browser, donc je ne vais pas pouvoir accéder à n'importe quelle application. Je vais pas pouvoir, j'ai pas d'agent sur le poste, donc je ne vais pas pouvoir dire telle appli TCP, ok, je la proxifie avec mon agent et puis je vais pouvoir l'envoyer. Non, là, j'ai pas d'agent, j'ai que mon browser, donc je ne peux que travailler sur HTTP, HTTPS. Par contre, via l'utilisation d'un PAM, je vais quand même pouvoir encapsuler dans le HTML et donner accès à d'autres applications à travers ce PAM. Donc là, je m'authentifie sur mon PAM et je vais pouvoir quand même donner accès à un certain nombre d'applications. Donc là, voilà, là je suis en SSH. Bien sûr, j'ai donné tous les droits derrière qui permettent de le faire, mais je vais pouvoir quand même faire du SSH sur ce serveur. Là, pareil, je vais ouvrir une connexion RDP via le PAM avec tout le contrôle d'accès que va pouvoir faire le PAM et je vais pouvoir accéder derrière
en RDP à mon serveur. Voilà, donc là je mets mon login. Ah. Hop, je mets mon login. Ça se connecte. Et je peux accéder en RDP. Donc là, login Windows classique. Et je vais pouvoir me connecter en RDP. Voilà, ça fonctionne. Je peux jouer même une vidéo. Enfin voilà, je fais comme si j'étais connecté sur un VPN anciennement. Mais là, j'ai pas d'agent, j'ai rien. Et je peux me connecter à travers... Vous aurez noté que les URL sont des URL spécifiques ZTNA et que j'ai aucun agent d'installer. Dernière partie de la démo. Je vais maintenant aller sur un poste différent qui a, lui, l'agent d'installer. D'accord? Donc là c'est différent. Vous voyez, l'agent, c'est ça. Et donc là, c'est différent. Là, je ne vais plus accéder en reverse proxy à travers mon portail où j'ai mes tuiles. Là, j'ai vraiment un agent, donc j'ai plus de capacité sur le poste à vérifier la posture, à faire tout un tas de choses. Et je vais pouvoir accéder là, non plus dans un mode où je passe par l'URL ZTNA encapsulé dans du HTML. Là, je fais du RDP vers l'adresse IP destination du serveur. Et c'est mon agent qui va me permettre de faire ça. Hop, donc là, je vais me loguer. Et là, je joue vraiment une session RDP qui a été proxifiée par mon agent local au poste. Voilà, donc je me reconnecte. Vous voyez que j'ai accès en RDP. Voilà. Donc là, ce n'est pas la même méthode de connexion. Et là, j'ai un agent sur le poste. Je vais aller beaucoup plus loin dans la posture de sécurité, etc. Voilà pour la partie présentation et la partie démonstration. J'espère que j'ai tenu à peu près le timing. On est parfait. Merci, bravo Gilles Delcroix pour cette présentation démonstration. Et on a un petit peu de temps pour les questions-réponses. On peut prendre une à deux questions, hein, pas de souci si vous en avez. Hein, donc à vous de jouer, hein, bien évidemment. La première étant la plus difficile généralement. Ouais. Souvent c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mais enfin, lancez-vous, ça peut intéresser évidemment plus d'une personne. Si vous avez une question à poser. Cela dit, après, on peut vous retrouver au B30 directement sur le stand avec une partie de l'équipe de ForcePoint. Non, Ah, si. Dans la démo là, du reverse proxy avec le Splunk, là, il y a un fichier qui est chargé, il est bloqué, il y a juste de Splunk, un message d'erreur. Il y a moyen d'avoir quelque chose d'un pop-up, quelque chose Oui. Alors là, c'est vrai que je n'ai pas configuré cet aspect-là, mais en effet, c'est une bonne question, merci. On peut tout à fait configurer des messages, des pop-up qui vont permettre à l'utilisateur de comprendre pourquoi elle est bloquée. Et on peut même le coacher et lui dire, aller un peu plus loin dans ce qu'on lui donne comme information pour lui dire ce que tu es en train de faire, c'est pas conforme avec la politique de l'entreprise et donc attention à ne pas faire ce genre de choses. Est-ce qu'on a une autre question? Non? Eh bien, écoutez, moi je propose de clôturer maintenant. Bravo encore. Merci. Gilles Delcroix. Donc, merci à vous. On vous souhaite évidemment une bonne suite de salon. Et on vous retrouve donc, je rappelle, au B30. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le stand de ForcePoint. Posez vos questions. Il y aura évidemment des réponses personnalisées, bien sûr, à vos problématiques.